Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce petit chapitre 9 sur l'atome, le constituant élémentaire de la matière, dont on va voir le premier cours aujourd'hui. Alors l'année passée, on a vu l'UAA4 et on a parlé de la molécule. Et je vous avais dit l'année passée qu'en fait, une molécule, elle est composée de plusieurs atomes. Eh bien, ces atomes, ils ont chacun un symbole chimique, que l'on voit ici, qui est en général une lettre ou deux. Ces atomes, on les range dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments, aussi nommé le tableau de Mendeleïev. On reviendra sur le tableau un peu plus tard, mais disons que pour savoir un peu de quoi on parle, c'est bien de savoir ce que chaque symbole correspond. Donc grosso modo, on va savoir que H, ça correspond à l'hydrogène, que He, ça correspond à l'hélium, le Li correspond au lithium, etc. Et pour donner un peu de contexte, eh bien, je vais vous donner les utilisations de ces différents objets, de ces différents atomes. Alors premièrement, on a l'hydrogène, qui sert pour les voitures à hydrogène, on va voir ça un peu plus en détail un peu plus loin, et pour les zeppelins. En fait, l'hydrogène, c'est un gaz à température ambiante, un gaz extrêmement léger, plus léger que l'hélium, et donc on s'en sert principalement pour faire flotter les zeppelins pendant la Première Guerre mondiale. Le problème, c'est que ce gaz est extrêmement inflammable, et donc les zeppelins avaient tendance à brûler. Deuxièmement, on a l'hélium, qui est aussi un gaz plus léger que l'air. On s'en sert pour les ballons de baudruche et aussi pour les zeppelins à une époque, vu que lui, il n'est pas inflammable. Le truc, c'est qu'en fait, l'hélium est beaucoup plus rare, et donc comme il est beaucoup plus rare, il est beaucoup plus cher. On a le lithium, qui est un métal que l'on retrouve notamment dans les batteries de GSM ou de PC. C'est un métal assez cher et a tendance à brûler au contact de l'air. C'est pour ça que si on perce une batterie de GSM, eh bien, elle s'enflamme. On a le bore, qui est un semi-conducteur. On a le carbone, qui sert pour tout ce qui est chimie du vivant. Donc votre corps est composé principalement de carbone, mais pas que, il est aussi composé de pas mal de flotte, de pas mal d'eau. Ça sert aussi par exemple pour l'essence, il y a du carbone dans l'essence. Quand on fait brûler de l'essence, ça fait du CO2, du dioxyde de carbone. Il y a donc aussi du carbone dans l'atmosphère. On a l'azote qui sert pour les engrais et qui compose 70% de l'air, un petit peu plus. On a l'oxygène dont on se sert pour respirer, c'est un composant de l'air aussi. Il cause d'autres phénomènes comme par exemple l'oxydation, qu'on appelle aussi la rouille. Le fluor, qui va renforcer les mailles des dents, qui va les rendre plus résistants. Le néon, qui est un gaz dont on servait pour faire de la lumière dans ce qu'on appelle les tubes néons. Ça donnait malheureusement une petite couleur un petit peu rougeâtre à la lumière, et donc on a arrêté d'utiliser. Le sodium, qui sert dans les lampes à sodium, les petites lampes dont on se sert pour réchauffer les lézards. On a aussi le sodium dans le sel de cuisine qu'on mange. Et là, vous voyez qu'il commence déjà à y avoir un petit souci. Bah oui, regardez, l'hydrogène c'était H, He pour hélium, Li pour lithium, B pour bore, C pour carbone, N pour azote, ça c'est bizarre. On a aussi O pour oxygène, F pour fluor, Ne pour néon et Na pour sodium. Pourquoi est-ce qu'ici on n'a pas utilisé la première lettre du nom de l'atome? Eh bien, tout simplement parce que pour l'azote, on l'appelle le nitrogène. Enfin, on l'appelait le nitrogène à une certaine époque, les Anglais l'appellent toujours comme ça d'ailleurs, et pour sodium, en fait les anciens gréco-romains appelaient le sodium le natrium, et donc on a gardé le Na de natrium des gréco-romains. Donc ça vient juste du passé. Donc deux exceptions. Pour le sodium, c'est Na, et pour l'azote, c'est N, qui vient de nitrogène et qui vient de natrium. Il y en aura d'autres des exceptions. Le magnésium, c'est Mg, il sert pour le bon fonctionnement du corps, on en donne pour se booster, mais pas que, ça a aussi d'autres utilisations, par exemple. C'est un cristal qui est explosif au contact de l'air et de l'eau. On a l'aluminium, dont on sert pour les carrosseries de voitures, les carrosseries de vélos, pour les canettes, par exemple, ou pour ma superbe gourde qui est ici. Donc l'aluminium, c'est un métal extrêmement flexible et léger, très utile. On a le silicium, qui sert pour les plaques électroniques. Donc vous avez des petites plaques vertes à l'intérieur des téléphones, à l'intérieur des PC, et ces petites plaques électroniques sont faites à base de silicium, sur lequel on va déposer de l'or et d'autres métaux. Le phosphore, c'est un engrais. On se sert pour enrichir le sol, mais on s'en sert aussi pour faire des armes comme le gaz moutarde, et avant on les mettait sur les bouts des allumettes, donc le petit bout rouge des allumettes dans le passé, c'était avec du phosphore rouge. Le soufre, qui sert aussi pour les engrais, mais aussi pour les fongicides, et donc on s'en sert pour tuer les champignons. Le chlore, qui est un désinfectant, dont on sert aussi pour la javel, mais qui est aussi présent dans le sel de cuisine. Donc le sel de cuisine, c'est du sodium et du chlore, du chlorure de sodium. Quand on allie Na et Cl, ça forme une molécule qui est le sel.
Ensuite, on a le potassium, qui sert aussi pour les engrais, mais pour les détergents, pour nettoyer, notamment. Et là, vous voyez que le potassium, c'est aussi un cas particulier. Le potassium, il se nomme avec un K. Parce qu'en fait, il vient du kalium, qui vient aussi des gréco-romains. Donc encore une fois, son symbole chimique provient du passé. Il provient de l'appellation passée du potassium qui s'appelait kalium. Le calcium, c'est un des composants principaux des eaux. On le retrouve aussi notamment dans le calcaire, qui vient mettre une espèce de croûte blanche sur votre robinet après un certain temps. On a du titane, dont on sert pour les pièces de fusée. C'est aussi ce dont on sert pour le colorant blanc des peintures. On a le chrome, dont on sert pour les pièces mécaniques, pour les rendre belles et brillantes. On met ça par exemple sur les jambes de voiture, pour qu'elles soient bien brillantes. Le manganèse, qui sert pour les alliages d'acier, pour le rendre un peu plus souple. On a le fer, dont on sert pour faire de l'acier. Donc l'acier, c'est quoi? C'est simplement du fer allié avec du carbone. Ça forme ce qu'on appelle un alliage, une molécule si vous voulez. Et l'acier, c'est très résistant. On s'en sert pour les carrosseries, on s'en sert pour faire des chaises, on s'en sert pour faire des bancs, on s'en sert pour faire plein de choses. Le fer, c'est un des métaux les plus couramment utilisés. On a le cuivre, qui est un métal plutôt rouge argenté, dont on sert pour les câbles électriques et le chauffage. On a le zinc, qui est un métal gris, mais moins brillant que le fer, par exemple, dont on va servir pour les toitures et les batteries. Il est extrêmement souple. Avant, on utilisait beaucoup de piles avec du zinc à l'intérieur. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. On a l'arsenic, qui est un poison mortel avec une toute petite dose d'arsenic. Vous pouvez tuer un adulte. Vous avez l'iode. Alors l'iode, il sert pour le développement du cerveau. Il sert aussi pour le bon fonctionnement d'une glande qui s'appelle la thyroïde, qui se trouve plus ou moins... qui se trouve dans votre corps, tout simplement. Si vous manquez d'iode, vous avez un mauvais développement du cerveau, et vous pouvez devenir ce qu'on appelle un crétin, ou qu'on appelle aussi le crétinisme des Alpes, car les gens en montagne manquaient d'iode. Car l'iode, on le retrouve surtout du côté de la mer et de la côte. Donc si vous viviez en montagne à une certaine époque, eh bien, vous pouviez manquer d'iode et avoir un mauvais développement de votre cerveau. Aujourd'hui, pour pallier à ça, eh bien, on met un peu d'iode dans le sel de cuisine. On appelle ça donc du sel iodé, et ça permettait ainsi de donner de l'iode à ceux qui en manquaient. Alors, l'argent, on s'en sert principalement pour la bijouterie. Le platine, aussi pour la bijouterie, mais on s'en sert aussi comme catalyseur chimique, pour accélérer les réactions chimiques. On a l'or qui sert pour les bijoux, mais aussi pour l'électronique. Vous trouvez quelques grammes d'or dans votre GSM ou dans votre ordinateur, par exemple. On a le plomb, qui sert pour les batteries de voiture, et enfin l'uranium, qui sert pour les centrales nucléaires, dont on a parlé l'année passée au chapitre 5. Alors, le problème, c'est que tous ces atomes sont beaucoup trop petits pour être vus. Donc en général, on utilise ce qu'on appelle un modèle. Nous, on a déjà vu le modèle moléculaire. Je vous en fais un petit rappel rapide. Alors, c'est quoi déjà un modèle pour commencer? Eh bien, un modèle, c'est tout simplement une représentation de quelque chose que l'on ne peut plus ou pas observer. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus ou pas l'observer? Eh bien, tout simplement parce que soit l'objet est si petit qu'on ne peut pas l'observer, comme les molécules qui sont trop petites que pour être observées, donc on en fait un modèle, ou qui n'existe plus, qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, comme les dinosaures. Si vous avez déjà regardé le film Jurassic Park, eh bien les dinosaures de Jurassic Park sont des modèles de dinosaures. C'est pas vraiment les dinosaures qui ont vraiment existé, parce que aucun humain n'a été en vie pour les voir, personne ne sait à quoi ils ressemblaient vraiment, et du coup, tous les dinosaures de Jurassic Park sont en fait des modèles. Comment va-t-on représenter des molécules? Eh bien, l'année passée, on représentait des molécules avec des formes géométriques, par exemple des sphères, des triangles, des carrés. Il ne faut pas oublier de bien légender le schéma, donc pour chaque forme géométrique, de dire à quelle molécule ça correspond. Corps pur et mélange. Petit rappel de première et deuxième, on remonte un petit peu plus loin ce coup-ci. Alors, quand on mélange de l'eau et de l'huile, eh bien on va voir que l'eau et l'huile ne vont pas se mélanger. L'huile, qui est moins dense, plus légère que l'eau, va flotter au-dessus de l'eau, et les deux vont être bien séparées l'une de l'autre. Les molécules d'huile vont rester ensemble, les molécules d'eau vont rester ensemble. On appelle ça un mélange hétérogène, car on peut distinguer les composants du mélange et on peut les séparer facilement par décantation. C'est quoi la décantation? Eh bien c'est simple, si vous mélangez l'eau et l'huile, vous laissez les deux se séparer naturellement en laissant l'huile remonter à la surface, et puis
on va venir faire s'écouler l'huile d'un côté, l'eau de l'autre, et ainsi on va les séparer. La décantation, c'est donc quand on laisse reposer, les éléments les plus lourds se retrouvent au fond, les éléments les plus légers se retrouvent au-dessus, et puis on n'a plus qu'à les séparer. Un mélange hétérogène, donc c'est un mélange duquel on peut distinguer les composants à l'œil nu. On a un deuxième type de mélange. Par exemple, si je prends de l'eau et du colorant, eh bien, l'eau et le colorant vont parfaitement se mélanger. Les molécules de colorant viennent se mettre entre les molécules d'eau, et là, on ne peut pas distinguer les composants du mélange, mais on peut toujours les séparer par distillation. Rappel de première, deuxième, la distillation, c'est quoi? Eh bien, on va faire chauffer le mélange au colorant. En faisant chauffer le mélange au colorant, par exemple, l'eau va s'évaporer en premier, laissant dans le petit tube ici uniquement le colorant, et on a ainsi séparé l'eau et le colorant. Pour récupérer l'eau, il suffit simplement de la refroidir. Donc on reprend la vapeur, on la refroidit, ça reforme de l'eau liquide, et on aura donc du coup le colorant d'un côté et l'eau de l'autre côté. On appelle ça un mélange homogène, quand on ne voit pas les différents constituants du mélange. Par exemple, là ici, je viens mettre une petite goutte de colorant dans mon eau, on voit que les deux se mélangent parfaitement jusqu'au moment où je ne peux plus distinguer l'eau et le colorant. C'est donc un mélange homogène, à ne pas confondre avec un mélange hétérogène où on peut bien distinguer les deux éléments du mélange. Petite synthèse. Quand on a un seul type de molécule, on a affaire à ce qu'on appelle un corps pur. Donc là, on a un corps pur, il y a un seul type de molécule ici dans mon flacon. C'est le cas par exemple d'une bouteille d'hélium ou d'une bouteille de néon. C'est un corps pur. Dans le cas des mélanges homogènes, on a plusieurs types de molécules, mais on ne distingue pas les différents composants. Tout simplement parce que, eh bien, ils sont chacun mélangés l'un dans l'autre, donc on ne peut pas les distinguer. Pour les séparer, il faut utiliser une distillation. Là, on voit par exemple que les molécules de colorant sont entre les molécules d'eau, c'est pour ça qu'on ne peut pas les distinguer de l'eau. Par exemple, de l'eau et de la grenadine, de l'eau et du sucre, par exemple. Et enfin, le dernier type de mélange, c'est les mélanges hétérogènes. Là aussi, on a plusieurs types de molécules, mais on peut les distinguer, parce qu'en fait, tout simplement, ils ne se mélangent pas, ils sont bien séparés l'un de l'autre. Et comme ils sont bien séparés l'un de l'autre, eh bien, on peut distinguer ces différents composants, ce qui fait qu'on les appelle des mélanges hétérogènes. On les sépare grâce à la décantation, on laisse au repos, et ensuite on prend une des deux parties pour la séparer de l'autre. Là où dans un mélange hétérogène, eh bien, il faut chauffer. Donc voilà pour le petit rappel, c'est assez simple. Vous avez donc un produit chimique. Est-ce qu'on peut distinguer les différents constituants des mélanges? À ce moment-là, si jamais c'est oui, c'est un mélange hétérogène. Si on ne peut pas distinguer les différents composants du mélange, eh bien, à ce moment-là, c'est un mélange homogène. Si vous n'avez qu'un seul type de molécule, à ce moment-là, vous avez un corps pur. Si vous avez plusieurs types de molécules, vous avez un mélange. Hop. Bien, alors ça termine ici la première vidéo. Si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer ici, n'hésitez pas à poser une question dans les commentaires. Normalement, c'est de la matière qui a déjà été vue, donc je vais assez vite ici. On continuera le rappel donc au prochain épisode. Salut!